Avant de commencer, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, si vous estimez que le silence est complice de l'horreur, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez cette communauté qui refuse d'oublier. Votre abonnement est une voie supplémentaire contre l'indifférence. Maintenant, rejoignez-moi. Nous allons dans un endroit qui n'existe pas sur les cartes touristiques de Monterrey. Un quartier que la modernité a décidé d'ignorer. Il s'appelle La Bruma. Un nom qui lui va comme un gant, car là-bas, tout semble recouvert d'un brouillard dense et collant. Un brouillard de poussière, de pauvreté et de secrets. Les maisons sont toutes identiques, petites, grises, avec leurs fenêtres sales, comme des yeux malades qui ne veulent plus voir. Les rues n'ont pas de nom. Ce n'est pas nécessaire. Tous les chemins mènent au même silence. Un silence lourd, anormal. Ici, on n'entend pas les rires des enfants. Aucune musique ne s'échappe des portes. Aucun voisin ne bavarde sur les trottoirs. Seul le vent emporte les déchets et les murmures. Une seule famille vit à La Bruma, les Garza. Ils s'appellent tous Garza. Oui, tous. Le facteur qui venait une fois par mois en plaisantait. Il disait qu'à La Bruma, on ne distribuait pas le courrier. On distribuait l'héritage. Puis il a cessé de venir. Personne ne l'a regretté. Les habitants de La Bruma n'écrivaient pas de lettres. Ils n'attendaient pas de nouvelles du monde extérieur. Le monde extérieur avait cessé d'exister pour eux depuis longtemps. Ou peut-être avait-il cessé d'exister pour le monde. Ils vivaient dans un cycle fermé. Ils naissaient Garza. Ils vivaient comme des Garza. Ils mouraient comme des Garza. Et ils se mariaient entre eux, depuis des générations. Pour garder le sang pur, disaient les plus âgés. Pour préserver le secret, dirais-je. L'histoire que je vais vous raconter n'aurait jamais dû sortir de La Bruma. Elle était destinée à pourrir là-bas, parmi les murs humides et les regards vides. Mais un jour, quelque chose a changé. Un élément extérieur est entré dans ce mécanisme rouillé. Une femme. Elle s'appelait Irma. Irma n'était pas une Garza. Elle a acheté l'une des maisons au fond du quartier. La seule qui ait été mise en vente en 50 ans. Elle l'a achetée pour une raison simple et brutale. C'était la seule qu'elle pouvait se permettre. Fuyant une vie de coups, elle a trouvé refuge dans la gueule du loup. Elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Personne ne le sait jamais. Au début, Irma a essayé d'être une bonne voisine. « Bonjour », disait-elle avec un sourire que personne ne lui rendait. Les femmes Garza la regardaient depuis le seuil de leur porte. Pas avec haine. Pire, avec une indifférence totale, comme si elle regardait à travers elle. Les hommes baissaient simplement la tête et continuaient leur chemin. Ils étaient comme des fantômes, à la peau brûlée par le soleil. Mais ce sont les enfants qui ont perturbé Irma dès le premier jour. Les enfants Garza. Il y en avait des dizaines, de tous âges. Mais ils ne jouaient pas, ils ne couraient pas, ils ne criaient pas. Ils s'asseyaient sur les marches de leur maison, seuls ou en petits groupes silencieux, et ils regardaient. Ils ne faisaient que regarder, avec leurs grands yeux sombres et vides. Leurs yeux n'avaient pas l'étincelle de l'enfance. Ils avaient le poids des siècles. Irma ressentait un frisson chaque fois qu'elle passait près d'eux. Elle sentait leur regard fixé sur sa nuque. Ce n'étaient pas des regards curieux. C'étaient des regards empreints d'une tristesse ancienne. Incompréhensible. Une nuit, Irma ne pouvait pas dormir. La chaleur de Monterrey était étouffante, et le ventilateur de sa chambre ne faisait que brasser l'air chaud. Elle se pencha à la fenêtre. La Bruma était plongée dans l'obscurité totale. Pas une seule lumière allumée. Seule la lune pâle brillait au-dessus des toits en tôle. Et puis elle l'entendit.
un son qui brisa le silence de la nuit. Ce n'était pas un cri, c'était une plainte, un gémissement grave, rythmé, presque une berceuse brisée. Il venait de la maison voisine, la plus grande maison, la maison du patriarche, le premier Garza. Irma sentit son cœur battre dans sa gorge. Le son provenait d'un enfant. Un enfant qui ne pleurait pas de douleur physique. Il pleurait de toute son âme. Et personne ne faisait rien. La plainte continua pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, le silence. À nouveau ce silence écrasant, plus terrible que n'importe quel bruit. Irma resta collée à la fenêtre, tremblante. Elle ne savait pas ce qu'elle avait entendu. Mais une partie d'elle, celle qui avait survécu à son propre enfer, reconnut ce son. C'était le son de l'âme qui se brise. Cette nuit-là, Irma ne dormit pas, et elle sut, avec une certitude glaciale, que dans le quartier de la Bruma, le silence cachait un monstre qui portait le même nom de famille que tous les autres, Garza. Les jours suivants furent une torture pour Irma. Le silence de la Bruma n'était plus vide. Il était désormais rempli du gémissement qu'elle seule avait entendu. Chaque fois qu'elle voyait l'un des enfants Garza, elle se demandait si c'était lui ou elle. Chaque petit visage sale était une accusation. Pourquoi ne fais-tu rien? Irma ressentait la peur comme un nœud dans l'estomac. Elle était une étrangère, une intruse. Elle savait que les Garza l'observaient. Elle savait que dans cette colonie, les murs n'écoutaient pas seulement. Ils jugeaient aussi et punissaient. Un matin, elle vit une petite fille, âgée d'à peine 4 ans, assise seule dans la poussière. Elle portait une robe déchirée et était pieds nus. La petite fille ne jouait pas. Elle fixait simplement un poing sur le sol. Son visage affichait une expression de résignation qui ne correspondait pas à son âge. À ce moment-là, la peur d'Irma se transforma. Elle se changea en colère, une colère froide et déterminée. Elle avait passé toute sa vie à fuir. Plus maintenant. Elle enfila ses plus belles chaussures, celles qu'elle gardait pour les entretiens d'embauche qui n'arrivaient jamais. Elle prit un bus qui la fit quitter la Bruma, comme si elle s'échappait d'une prison. L'air de la ville semblait différent, plus léger. Mais les gens semblaient tout aussi indifférents. Elle marcha sans but jusqu'à ce qu'elle aperçoive un bâtiment gouvernemental. Grand, gris, imposant. À l'entrée, une pancarte usée indiquait « Système pour le développement intégral de la famille ». DIF. Elle ressentit un petit espoir. Peut-être que quelqu'un l'écouterait ici. L'intérieur sentait le vieux papier et le désespoir. Des rangées de chaises en plastique occupées par des femmes au regard perdu. Des enfants qui ne faisaient pas de bruit. Le même silence malsain qu'à la Bruma, mais avec la climatisation. Irma prit un numéro et attendit. 1 heure. 2 heures. Elle vit des gens entrer et sortir des bureaux avec la même expression de défaite qu'à leur arrivée. Finalement, son numéro est apparu sur un écran. Guichet 4. Derrière la vitre, une jeune femme la regardait. Elle avait les cheveux attachés et portait des lunettes qui lui donnaient un air sérieux. Son nom était inscrit sur un badge. Carmen Mendoza, assistante sociale. Carmen ne semblait ni fatiguée ni cynique. Pas encore. Il y avait une étincelle d'idéalisme dans ses yeux. L'étincelle de quelqu'un qui croyait encore pouvoir changer le monde. Ou du moins, une petite partie de celui-ci. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Carmen d'une voix professionnelle, mais pas froide. Irma se mit à parler. Au début, sa voix n'était qu'un murmure. Elle parla de la Bruma, du silence, des noms de familles identiques, des enfants qui ne jouaient pas, de leurs yeux vides, et des gémissements dans la nuit. Carmen écoutait,
Contrairement aux autres fonctionnaires qu'Irma avait vus, Carmen ne regardait pas sa montre. Elle ne remplissait pas de formulaire pendant qu'elle parlait. Elle la regardait dans les yeux et acquiesçait lentement. Elle prenait des notes dans un carnet, pas dans un formulaire officiel, dans un carnet personnel. Quand Irma eut terminé, il y eut un silence. Irma se sentit vide, exposée. Elle s'attendait à ce qu'on la congédie avec une phrase aimable, mais inutile. « Nous allons enquêter. Merci pour votre temps. » Mais Carmen continua à la regarder. « La maison d'où venaient les pleurs ?» demanda-t-elle. « La plus grande, au bout de la rue principale. »« Là où vit le vieil homme ?» répondit Irma. Carmen écrivit quelque chose d'autre. « Donnez-moi votre adresse et votre numéro de téléphone. Je ne vous appellerai pas sauf en cas d'urgence. Je ne veux pas vous mettre en danger. » Cette simple phrase redonna à Irma un peu de foi en l'humanité. « Je ne veux pas vous mettre en danger. » Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un se souciait d'elle. Irma quitta le bureau en se sentant plus légère. Elle ne savait pas si cela changerait quelque chose. Mais elle n'était plus seule. Le monstre de la Bruma avait désormais quelqu'un d'autre qui le surveillait. Carmen Mendoza ferma son carnet. Elle ressentit un frisson, malgré la chaleur qui régnait dans le bureau. L'histoire d'Irma ressemblait au début d'un film d'horreur. Des noms de familles identiques, l'endogamie, l'isolement. Elle savait ce que cela signifiait. À l'université, elle avait étudié des cas similaires. Des communautés fermées, où les secrets se transmettent avec les gènes, et où les résultats sont toujours catastrophiques. Elle porta l'affaire à l'attention de son supérieur. Un homme d'une 50aine d'années, avec un ventre proéminent et une tache de café sur sa cravate. Le supérieur parcourut les notes de Carmen. Il poussa un soupir las. « Mendoza, encore vos croisades ?» Il regarda par la fenêtre. « Écoutez, ces gens des rives sont bizarres. Ils l'ont toujours été. La dame qui est venue est probablement folle ou veut causer des problèmes. » Carmen insista. « Mais les enfants, monsieur ?» Les pleurs. La consanguinité est un facteur de risque très élevé d'abus. Le superviseur se cala dans son fauteuil. Le fauteuil grinça. « Avons-nous une plainte officielle? Des noms? Des preuves? Non. Nous avons l'histoire d'une voisine effrayée. Nous n'avons pas les ressources pour cela, Carmen. Concentrez-vous sur les cas qui ont un dossier. » Carmen ressentit une vague de frustration. Le système n'était pas conçu pour prévenir, seulement pour réagir. Et souvent, trop tard. Madame Mendoza, il s'agit désormais d'un cas de personne disparue. Cela relève d'une autre autorité. Remplissez le formulaire 2B. La phrase ne s'adressait pas à elle, mais à une autre femme désespérée dans le couloir. Mais Carmen la ressentit comme si elle lui était destinée. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Mais Carmen ne pouvait pas l'oublier. L'image des enfants aux yeux vides, décrite par Irma, était gravée dans son esprit. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle prit sa propre voiture, une vieille Tsuru qui fonctionnait à peine, et elle a pris la direction de la périphérie de Monterrey. Elle a entré l'adresse de la Bruma dans le GPS de son téléphone. L'application l'a conduite sur des avenues très fréquentées, puis dans des rues plus petites, jusqu'à ce que l'asphalte disparaisse. La route est devenue un chemin de terre. Le paysage urbain a été remplacé par des terrains vagues et des squelettes de constructions abandonnées. Et puis, elle l'aperçut,
le quartier de la Bruma. Tel qu'Irma l'avait décrit, une poignée de maisons grises sous un ciel blanc de chaleur. Elle gara la voiture à une distance prudente et marcha. Le silence fut la première chose qui la frappa. Il était contre nature. Elle vit les enfants, assis sur les marches, la regardant. Leurs regards étaient identiques, sombres, profonds, sans émotion. Carmen sentit qu'il ne la voyait pas, elle, la femme. Il voyait la voiture, le monde extérieur, la menace. Elle s'approcha d'une maison au hasard et frappa à la porte. Personne n'ouvrit. Elle essaya une autre maison, puis une autre. Même réponse. Silence. Elle sentait qu'il y avait des gens à l'intérieur. Elle entendait des mouvements furtifs. Mais pour elle, les maisons étaient mortes. Finalement, elle se dirigea vers la maison au bout de la rue, la plus grande, celle du patriarche. Elle était identique aux autres, mais un peu moins délabrée. Le jardin devant la maison, si on pouvait l'appeler ainsi, comptait quelques plantes desséchées. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Cette fois, la porte s'ouvrit. Un homme très âgé apparut sur le seuil. Il était grand, voûté, mais avait une présence imposante. Il avait la peau tannée et les yeux d'un bleu pâle, presque transparent. C'étaient les mêmes yeux que Carmen avait commencé à remarquer chez certains enfants. « Oui » dit l'homme. Sa voix ressemblait au bruit de pierres qui s'entrechoquent. « Bonjour. Je suis Carmen Mendoza, du DIF. Je fais une visite de routine dans la région. » Elle mentit. Elle savait que mentir était le seul moyen d'obtenir quelque chose. L'homme ne sia pas. Ici, nous n'avons besoin de rien de la part du gouvernement. Nous sommes une famille unie. Nous prenons soin de nous-mêmes. Il prononça le mot « famille » avec une fierté farouche. Je voulais juste m'assurer que les enfants allaient bien. Qu'ils aillent à l'école, continua Carmen, essayant de garder une voix ferme. Le vieil homme eut un rire sec, sans joie. L'école est très loin, et ici, ils apprennent ce qu'ils doivent savoir, à travailler, à respecter, à être des garzas. Derrière lui, dans la pénombre de la maison, Carmen pouvait voir des silhouettes bouger, des silhouettes de femmes et d'enfants qui se cachèrent de la lumière, et d'elle. Nous avons reçu un rapport, osa dire Carmen. Un rapport anonyme concernant un enfant qui serait malade ou triste. Le regard du vieil homme se durcit. Le bleu pâle se transforma en glace. La seule personne malade ici, c'est la nouvelle voisine. Celle qui n'est pas d'ici. Cette femme apporte des problèmes. Elle parle avec le diable. Il fit un pas en avant, remplissant le cadre de la porte. « Je vous remercie de votre visite, mademoiselle. Mais nous sommes occupés, et nous n'aimons pas être dérangés. » Il lui claqua la porte au nez, pas violemment, mais avec une détermination absolue. Carmen resta paralysée pendant une seconde. Son cœur battait fort. Elle n'avait rien obtenu. Aucune preuve. Mais elle avait désormais quelque chose de plus important. Elle avait la certitude. La peur qu'elle avait ressentie en regardant cet homme dans les yeux était la preuve dont elle avait besoin. Derrière cette porte, dans cette maison, vivait le monstre. Alors qu'elle retournait à sa voiture, elle sentit tous les regards du quartier posés sur elle. Ils n'étaient plus vides. Ils étaient désormais hostiles. Elle avait été marquée. Elle démarra la Tsuru et s'éloigna de la Bruma, regardant dans le rétroviseur. Le quartier semblait rétrécir, devenir un point gris dans le paysage. Mais Carmen savait qu'il ne la laisserait pas partir. Elle avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Elle devait désormais se préparer à affronter les fourmis.
Il revint au bureau juste à la fin de sa pause déjeuner. Personne n'avait remarqué son absence. Il s'assit à son bureau. Ses mains tremblaient légèrement. Il ouvrit son carnet. Sous le nom d'Irma, il écrivit « Don Ramiro Garza, patriarche, dangereux. » Et en dessous, « Les enfants sont en danger. Tous. » Le système ne voulait pas aider. La communauté était hostile. Elle était seule dans cette affaire. Mais l'image de la petite fille assise dans la poussière ne la quittait pas. Ni l'écho des gémissements décrits par Irma. Carmen Mendoza, l'assistante sociale idéaliste, avait trouvé sa croisade. Et elle n'allait pas l'abandonner, même si elle devait affronter tout le quartier de la Bruma, ou le diable en personne. Carmen Mendoza ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Le visage du vieux Garza lui apparaissait dans l'obscurité. Ses yeux de glace, sa voix de pierre. Et la porte fermée, toujours la porte fermée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à la Bruma. Pas officiellement. Son supérieur l'ensevelirait sous la paperasse si elle essayait. Le système était conçu pour se protéger lui-même, pas pour protéger les enfants. Elle se sentait piégée, impuissante. La rage était une braise ardente dans sa poitrine. Un après-midi, en sortant du travail, elle ne rentra pas chez elle. Elle conduisit jusqu'à une cabine téléphonique à plusieurs kilomètres de son bureau. Le combiné sentait le plastique rance et la sueur étrangère. Elle composa le numéro d'Irma. La voix d'Irma à l'autre bout du fil semblait fragile, comme du verre sur le point de se briser. « Allô ? C'est moi », dit Carmen à voix basse. « Vous pouvez parler ?» Il y eut un silence. Carmen entendit la respiration haletante d'Irma. « Oui. Je suis seule. Je ne peux rien faire d'ici, Irma. J'ai les mains liées. » Un autre silence. Plus long. Plus lourd. « Je m'en doutais, » murmura Irma. « Mais je ne vais pas abandonner, » dit Carmen, avec une férocité qui la surprit elle-même. « Mais j'ai besoin de vos yeux. J'ai besoin de vos oreilles. Vous êtes la seule personne qui puisse me dire ce qui se passe là-bas. » Le silence à l'autre bout du fil était une réponse en soi. C'était le silence de la peur. « Je ne peux pas, » dit Irma. « Il me surveille. »« Je le sais. S'il découvre que je vous parle, vous n'avez rien à faire de dangereux. Observez simplement. Notez tout ce qui vous semble étrange. Les horaires, les personnes, n'importe quoi. Un jour, l'un de ces petits détails sera la clé qui ouvrira la porte. » Carmen raccrocha. Elle resta un moment la main sur le téléphone. Elle sentait le froid du métal. Elle savait qu'elle demandait à Irma de devenir une espionne dans son propre enfer. C'était injuste, c'était cruel, mais c'était la seule option. Pour Irma, les jours devinrent une lente agonie. Chaque craquement à l'extérieur de sa maison la faisait sursauter. Chaque regard d'un Garza dans la rue était une menace. Elle vivait les rideaux fermés. Mais elle observait. À travers une petite fente dans le tissu, elle voyait défiler la vie silencieuse de la Bruma. Elle voyait les femmes, toujours vêtues de noir, se diriger vers le magasin du quartier, seul lien avec le monde extérieur. Elle voyait les hommes partir le matin, dans de vieux camions, et revenir couverts de poussière l'après-midi. Et elle voyait les enfants. Toujours les enfants, assis, attendant. Je ne savais pas ce qu'ils attendaient. Peut-être rien. Un samedi après-midi, la chaleur était comme une couverture de plomb sur le quartier. L'air vibrait. Irma était dans sa cuisine, essayant de trouver un peu de fraîcheur sur le sol carrelé. Soudain, un bruit. Un coup sec, suivi d'un cri aigu et bref. Puis, le silence. Le cœur d'Irma s'est arrêté. Elle a couru vers la fenêtre.
à environ 20 mètres, un enfant gisait sur le sol. Il était tombé d'un muret d'1 mètre de haut. Mais il était mal tombé. Son bras était plié dans un angle impossible. L'enfant ne pleurait pas. Il regardait simplement son bras avec un air surpris. Des femmes sortirent des maisons voisines. Elles regardèrent l'enfant. Elles regardèrent autour d'elles. Personne ne bougeait. Elles attendaient. La mère de l'enfant sortit d'une des maisons. Elle était elle-même une enfant, peut-être 16 ans. Elle regarda son fils allongé sur le sol. Son visage ne montrait ni panique, ni angoisse. Seulement la même résignation vide que d'habitude. Elle resta là, paralysée. C'est alors qu'Irma craqua. La prudence, la peur, les avertissements de Carmen. Tout s'évanouit. Elle ouvrit la porte à la volée et courut vers l'enfant. Elle sentit les regards de toutes les femmes Garza comme des couteaux dans son dos. Elle s'agenouilla près de l'enfant. « Calme-toi, mon enfant. Calme-toi, » lui dit-elle, même si l'enfant ne semblait pas avoir besoin d'être calmé. L'os cassé était visible sous la peau, une fracture ouverte. Irma eut un haut le cœur. Elle regarda la mère. « Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. » La jeune mère secoua simplement la tête. Lentement. « Nous ne pouvons pas, » murmura-t-elle. Irma ne comprenait pas. « Pourquoi pas? Il va s'infecter. Il risque de perdre son bras. » La jeune femme regarda la grande maison au bout de la rue. La maison de Don Ramiro. La peur dans ses yeux était absolue. « Grand-père ne nous laissera pas faire. » À ce moment-là, Irma comprit que l'hôpital était un autre monde interdit. « Alors nous le soignerons ici, » dit Irma, avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. « Aide-moi à le porter jusqu'à chez toi. » La jeune fille hésita. Elle regarda les autres femmes, qui continuaient à observer, immobiles. Elles formaient un jury silencieux. Finalement, elle acquiesça. À elles deux, elles soulevèrent l'enfant, qui poussa un petit gémissement, et l'emmenèrent dans la maison. En franchissant le seuil, Irma eut l'impression d'entrer dans une autre dimension. L'air était lourd, il sentait l'humidité, la nourriture avariée et autre chose. Quelque chose de sucré et de rance. C'était l'odeur d'une maladie non soignée. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos, le froid des tombes par une journée d'été. Elles couchèrent l'enfant, Matteo, sur un canapé usé, sur un canapé. Irma chercha quelque chose pour lui faire une attelle au bras. Des morceaux de carton, quelques bandes de tissu provenant d'un vieux drap. Tout en travaillant, elle observait la jeune mère. Elle s'appelait Sofia. Elle avait les mêmes yeux bleus et vides que Don Ramiro. Et sur son visage, l'absence totale d'avenir. « Merci », murmura Sofia. Ce furent les premiers mots aimables qu'Irma avait entendus à la Bruma. Alors qu'Irma finissait d'immobiliser le bras, Matteo commença à s'agiter. Pas à cause de la douleur. Il fixait une porte fermée au bout du couloir. Une porte avec un lourd verrou à l'extérieur. « Angel », murmura l'enfant. Sofia se raidit immédiatement. « Tais-toi, Matteo. »« Je veux voir Angel », insista l'enfant, les larmes aux yeux pour la première fois. Irma sentit l'air se glacer. « Qui est Angel ?» demanda-t-elle doucement. « C'est mon frère », répondit Matteo. « Il est malade. » Sofia avait un regard terrifié. « Je t'ai dit de te taire. Grand-père va se fâcher. » Mais Irma n'écoutait plus. Son attention était rivée sur cette porte, sur ce verrou. Pourquoi enfermer un enfant malade? Elle se leva et se dirigea vers la porte. Chaque pas lui semblait lourd, comme si elle marchait sous l'eau. « Non », supplia Sofia.
S'il te plaît, non. Irma posa sa main sur le verrou froid et métallique. Elle sentit une vibration parcourir son bras. C'était la peur. Mais pas seulement la sienne. C'était la peur accumulée dans cette maison pendant des années. « Ouvre », dit Irma. Sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Sofia pleurait en silence. « Je ne peux pas. C'est grand-père qui a la clé. » Mais Matteo, le garçon au bras cassé, désigna de sa main valide un pot de fleurs vide dans le couloir. Elle était là. Une vieille clé en fer rouillé. Irma la prit. La clé était glacée. Le goût de la peur envahit sa bouche. Un goût de rouille et de sang. Elle se tourna vers la porte. Le grincement de la clé dans la serrure fut le bruit le plus fort qu'elle ait jamais entendu dans cette maison. Elle fit glisser le verrou et ouvrit la porte. L'odeur la frappa en premier. Une odeur insupportable d'urine, d'excréments et de chair en décomposition. Elle faillit vomir. Elle se força à regarder à l'intérieur. La pièce n'avait pas de fenêtre. La seule lumière provenait de la porte ouverte. Sur le sol, sur un matelas taché, se trouvait une silhouette. Ce n'était pas un enfant. C'était la forme d'un enfant. Il devait avoir environ 12 ans, mais son corps était petit et déformé. Ses membres étaient contractés. Ses doigts ressemblaient à des griffes. Sa tête était trop grande pour son corps, et ses yeux, d'un bleu laiteux, fixaient le plafond sans rien voir. Il n'émettait qu'un seul son, un bourdonnement grave, constant, guttural. Il était l'incarnation d'un secret pourri, le résultat de générations de sang mélangé à du sang. Irma s'appuya contre le cadre de la porte. Ses jambes ne la soutenaient plus. Le sol semblait onduler sous ses pieds. C'était le monstre. Il ne vivait pas dans la grande maison. Il vivait ici, enfermé, caché. « C'est Angel », entendit-elle la voix de Matteo à côté d'elle. L'enfant regardait la créature sur le matelas avec une tendresse qui brisa le cœur d'Irma. Puis Sofia murmura la phrase qui allait achever de détruire le monde d'Irma. « C'est mon grand frère. » Elle fit une pause, déglutit. « Et c'est aussi le père de Matteo. » Irma la regarda. Elle ne comprenait pas. Sofia désigna la silhouette sur le matelas. « Notre père, grand-père Ramiro, nous a forcés. » L'horreur atteignait un nouveau niveau. Un nouvel abîme. Angel n'était pas seulement le frère de Sofia. Il était aussi devenu son fils, né d'une pression exercée par Don Ramiro. Avec le temps, dans une profonde fragilité, Angel fut entraîné dans un lien douloureux avec sa sœur-mère, Sofia. Et de cette histoire naquit Matteo, un enfant discret, avec une limitation au bras. Fils et neveu d'Angel. Fils et neveu d'Angel. Fils et neveu d'Angel. Fils et neveu d'Angel. Petit-fils et arrière-petit-fils de Don Ramiro. Un arbre généalogique qui était une spirale vers la folie. Irma n'en pouvait plus. Elle quitta la pièce, elle quitta la maison. Elle courut sans se retourner. Les visages des femmes Garza n'étaient plus que des taches floues. Elle ne s'arrêta pas avant d'être chez elle, la porte fermée à triple tour. Elle s'effondra sur le sol de la cuisine, tremblante. Elle regarda ses mains, les mains qui avaient touché la clé. Qui avait ouvert la porte? Elle alla à l'évier et commença à les laver, avec du savon, avec force, en frottant jusqu'à ce que la peau devienne rouge et brûlante. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser de cette sensation. Elle ne pouvait pas se débarrasser de cette odeur. Et elle ne pouvait pas effacer l'image d'Angel. Le secret de la Bruma n'était pas seulement l'inceste. C'étaient les monstres qu'il créait. Et le silence qui les maintenait en vie. Irma passa la nuit éveillée.
recroquevillée dans un coin de son salon, toutes les lumières allumées. L'horreur qu'elle avait vue n'était pas une image qu'elle pouvait effacer. C'était une présence. Elle était entrée chez elle avec elle. Elle était assise à ses côtés dans l'obscurité. Le visage déformé d'Angel, la résignation dans les yeux de Sophia, et la phrase qui résonnait dans son esprit comme un écho infini. C'est aussi le père de Matteo. À l'aube, Irma prit une décision. Fini la peur, fini la prudence. Elle prit le téléphone et composa le numéro de Carmen. « Je l'ai vu », dit Irma sans préambule. Sa voix était rauque, méconnaissable. « J'ai vu le secret. » Et puis, elle lui raconta tout. La chute de Matteo, la fracture, la porte fermée à clé, Angel, l'odeur, le bourdonnement et la confession de Sophia. À l'autre bout du fil, Carmen resta silencieuse. Irma pouvait entendre sa propre respiration, agitée et superficielle. La terreur était une bête vivante en elle, qui griffait pour sortir. Finalement, Carmen parle. Sa voix était ferme, mais Irma pouvait détecter un tremblement sous la surface. « Ne bougez pas de chez vous. Fermez bien la porte. J'arrive. Mais je ne viendrai pas seule cette fois-ci. » Pour Carmen, l'appel d'Irma était la pièce manquante du puzzle. L'horreur avait un nom. Elle avait un visage. Ce n'était plus un rapport anonyme. C'était un crime en cours. Elle n'est pas allée voir son supérieur. Elle savait que cela ne servirait à rien. Elle a contourné toute la chaîne hiérarchique. Elle s'est rendue directement dans un bureau que tout le monde au sein du gouvernement essayait d'éviter. Le parquet spécialisé dans les féminicides et les crimes contre les femmes. Elle y a trouvé un procureur qui l'a écoutée. Un homme âgé, au visage marqué par 1000 histoires comme celle-ci. Pendant que Carmen parlait, le procureur ne prenait pas de notes. Il se contentait de la regarder. Quand elle eut terminé, l'homme se leva. « Préparons un mandat de perquisition et appelez la police d'État. Nous aurons besoin de renforts. » Pour une fois, le système se mettait en mouvement. Mais pour comprendre la profondeur du gouffre de la Bruma, il faut remonter dans le temps. Pas de quelques années, de plusieurs décennies. Il faut revenir à l'origine, au premier Garza, à Ramiro. Ramiro Garza n'est pas né à la Bruma. La Bruma est née avec lui. Il est arrivé dans cette région au milieu des années 50. Ce n'était alors qu'un bout de désert, à la périphérie d'une ville qui commençait à se développer. Il n'avait rien, seulement une jeune épouse et une volonté de faire. Et un secret qui l'avait contraint à fuir son village natal de Zacatecas. Un secret qui impliquait sa propre sœur. Ramiro a construit la première maison de ses propres mains. Brique par brique, il l'a construite pour qu'elle soit une forteresse. Pour garder le monde à l'extérieur. Et pour garder sa famille à l'intérieur. Ils ont eu des enfants. Beaucoup d'enfants. Et à mesure qu'ils grandissaient, Ramiro leur enseignait ses règles. La première règle, la famille est tout. Deuxième règle, on ne peut faire confiance à personne à l'extérieur. Troisième règle, le sang Garza ne se mélange pas. C'était sa Bible, sa loi. Les enfants ont grandi isolés du monde. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'avaient pas d'autres amis que leurs frères et sœurs et leurs cousins. Le monde extérieur était un lieu de péché et de danger. C'est ce que leur avait enseigné Ramiro. Et lorsque ses fils et ses filles ont atteint l'âge de se marier, Ramiro a arrangé les mariages. Le neveu avec la tante, le cousin avec la cousine. La première génération d'union consanguine n'a pas posé de problème grave. Les enfants naissaient en bonne santé, en apparence. Mais le poison était déjà dans le sang. Il attendait. Ramiro considérait cela comme une victoire.
Il avait créé son propre royaume, sa propre lignée pure, une dynastie des Garza au milieu de nulle part. Il devint le patriarche, le roi. Sa parole faisait loi. Sa volonté était le destin. La colonie s'agrandit. Ses enfants construisirent plein leur propre maison autour de la sienne, reproduisant le modèle, créant leur propre petite forteresse. Mais c'est à la 3e génération que les fissures ont commencé à apparaître. Les enfants ont commencé à naître, différents. Certains avec des troubles d'apprentissage, d'autres avec de légères malformations physiques, et d'autres, comme Angel, avec des problèmes dévastateurs. Le poison dans le sang s'était réveillé. La consanguinité faisait des ravages. Ramiro ne voyait pas cela comme une erreur génétique. Il y voyait une épreuve envoyée par Dieu, ou une malédiction du diable. Au lieu de s'arrêter, il s'accrocha encore plus à ses croyances. L'isolement devint plus extrême. Les enfants qui naissaient mal étaient cachés. Ils faisaient honte à la famille. Ils étaient la preuve de son échec. Ils devinrent les fantômes de l'Abruma. Enfermés dans des pièces à l'arrière, nourris, lavés, mais jamais vus. La communauté a développé un code du silence aussi solide que les murs de leur maison. Personne ne parlait des enfants enfermés. C'était comme s'ils n'existaient pas. Le faire, c'était défier Ramiro. Et défier Ramiro, c'était risquer d'être expulsé. Être expulsé de la Bruma était pire que la mort. C'était être jeté dans ce monde extérieur qu'on leur avait appris à craindre et à haïr. Et puis, l'horreur a pris une nouvelle tournure. Ramiro, vieillissant, est devenu plus paranoïaque, plus cruel. Il a commencé à se méfier de tout le monde. Et la même impulsion qui l'avait éloigné de son point de départ réapparut. Il tourna son attention vers ses propres petites filles, issues d'une union qu'il avait lui-même instaurée. Sofia était l'une d'elles. Une enfant discrète, aux yeux bleus, héritée de son grand-père. Elle passa sous son influence. Elle fut profondément atteinte. Et de cette union interdite naquit Angel. L'enfant naquit avec de graves problèmes. L'incarnation physique de tous les péchés de la famille. Pour Ramiro, Angel n'était pas un petit-fils. C'était un monstre, une punition. Il le détestait. Mais il voyait aussi en lui un outil. Un moyen de perpétuer son contrôle et sa dépravation d'une manière encore plus tordue. Lorsque Sofia grandit et devint adolescente, Ramiro l'enferma avec son propre fils-frère, Angel. Il lui dit que c'était son devoir, que c'était le moyen de purger le péché de la famille. Sofia, brisée et sans volonté, obéit. Quel autre choix avait-elle? Toute sa vie, on lui avait appris à obéir, à ne pas remettre en question, à souffrir en silence. De cette union imposée naquit Matteo. À première vue, un enfant en bonne santé. Pour certains, un miracle. Pour Ramiro, une autre aberration dans le schéma qu'il avait conçu. La spirale était déjà en marche. Un grand-père ayant franchi des limites avec sa petite-fille, d'où naquit un fils-petit-fils, et plus tard, cet enfant fut entraîné à transgresser envers sa propre mère-sœur. De là naquit un autre enfant, à la fois son fils et son neveu petit-fils. C'était un enchevêtrement de liens presque impossible. Une généalogie écrite par le diable. Et tout cela se passait en silence, à quelques kilomètres de l'une des villes les plus modernes du Mexique. Les voisins, les autres Garza, étaient au courant. Pas des détails, pas de toute l'horreur, mais ils savaient que des enfants étaient enfermés. Ils connaissaient la cruauté de Ramiro, et ils se taisaient. Ils se taisaient par peur. Ils se taisaient par loyauté familiale. Ils se taisaient parce que le silence était la seule chose qu'ils avaient connue. Ils étaient devenus les gardiens de leur propre prison.
les complices de leur propre destruction. Quand Irma est arrivée à la Bruma, cela a été comme un caillou jeté dans un étang stagnant. Ses questions, son regard extérieur, son refus d'accepter le silence. Il constituait une menace pour tout le système que Ramiro avait construit pendant plus d'un demi-siècle. Les pleurs qu'elle avait entendus dans la nuit, le bras cassé de Matteo. C'étaient les fissures par lesquelles la lumière avait enfin commencé à filtrer. Une lumière crue et terrible. Qui était sur le point de révéler l'enfer qui se cachait à la vue de tous? Le convoi était silencieux. 2 patrouilles de la police d'État et la Tsuru de Carmen Mendoza. Ils avançaient dans les rues de Monterrey, laissant derrière eux le bruit et la normalité. À chaque kilomètre, l'air à l'intérieur de la petite voiture de Carmen devenait plus lourd. À ses côtés, le procureur, un homme nommé Ernesto Valdés, regardait par la fenêtre. Il ne parlait pas. Ce n'était pas nécessaire. Carmen sentait ses mains trembler sur le volant. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était de l'anticipation. La terrible certitude qu'ils étaient sur le point d'ouvrir les portes de l'enfer. Et que rien ne serait plus jamais pareil. Ils arrivèrent à l'entrée de la Bruma. Les voitures de police s'arrêtèrent à une distance prudente. « Allons-y d'abord seuls, vous et moi », dit le procureur Valdés. « Nous ne voulons pas qu'ils prennent peur et commettent une folie. » Carmen acquiesça, même si l'idée de marcher vers ce quartier sans protection policière lui glaçait le sang. Ils sortirent Garth de la voiture. Le silence de la Bruma les accueillit, comme un mur invisible. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les rues étaient vides. Il n'y avait pas d'enfants assis sur les marches. Il n'y avait pas de femmes qui regardaient depuis les portes. Les rideaux de toutes les maisons étaient fermés. Tout le quartier retenait son souffle. Ils savaient qu'ils arrivaient. La peur était palpable dans l'air. Ils se dirigèrent d'abord vers la maison d'Irma. Carmen frappa à la porte. « Irma, c'est moi, Carmen. Ouvre, s'il te plaît. » Le bruit de plusieurs verrous qui s'ouvraient. La porte s'est entr'ouverte. Les yeux d'Irma étaient exorbités par la panique. « Ils se sont enfermés », a-t-elle murmuré. « Tous. » Quand ils ont vu les voitures. « C'est bon, Irma. Restez ici. » « Fermez la porte et n'ouvrez à personne d'autre, » a ordonné le procureur. Irma a acquiescé et la porte s'est refermée. Le bruit des verrous était comme celui d'un tombeau qui se refermait. Carmen et le procureur marchèrent dans la rue déserte. Leurs pas étaient les seuls bruits. Ils se sentaient observés par des centaines d'yeux invisibles derrière les fenêtres. Ils arrivèrent à la maison de Sofia. La maison où Irma avait découvert la vérité. Le procureur Valdés frappa à la porte. « Police judiciaire. Ouvrez la porte. Nous avons un mandat de perquisition. » Silence. Valdés frappa plus fort. « Ouvrez la porte ou nous allons la défoncer. » De l'intérieur, on entendit un bruit sourd. Une lutte. Puis, la voix d'une femme. « Non !» « Laissez-moi !» Et la voix d'un homme, grave et autoritaire. La voix de Ramiro Garza. « Personne n'entre dans cette maison. » Le procureur fit signe aux patrouilles. 4 policiers en uniforme, équipés de gilets pare-balles, coururent devers eux. 2 d'entre eux portaient un bélier. « Dernière chance !» cria le procureur. La seule réponse fut le bruit d'un meuble traîné pour bloquer la porte de l'intérieur. « Enfoncez la porte !» ordonna Valdés. Le premier coup de bélier résonna dans tout le quartier. C'était le bruit du monde extérieur brisant enfin l'isolement. Coup après coup, le vieux bois de la porte craquait, se fendait. Finalement, dans un grand fracas,
La porte céda. Les policiers entrèrent. Carmen et le procureur les suivaient. La scène dans le salon était chaotique. Don Ramiro, le patriarche, tenait Sofia par le bras. Dans son autre main, il brandissait un vieux couteau de cuisine. Ses yeux bleus reflétaient la pure folie. « Sortez de ma maison. Sortez de ma famille. » Matteo, l'enfant aux bras cassés, pleurait dans un coin. Les policiers levèrent leurs armes. « Lâchez le couteau, monsieur. Maintenant !» cria l'un d'eux. Carmen eut l'impression que le temps s'était arrêté. L'air était irrespirable. Le procureur Valdez s'avança. « Ramiro, c'est fini. Lâchez la jeune fille. » Ramiro le regarda. Un sourire tordu apparut sur son visage. « Jamais !» siffla-t-il. Et à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Sofia, la jeune fille qui n'avait jamais montré la moindre émotion, bougea. Avec une force née du désespoir, elle mordit la main de Ramiro. Le vieil homme cria de douleur et de surprise, lâchant le couteau. À cet instant, les policiers se jetèrent sur lui. Ils le plaquèrent au sol. Le roi de la Bruma, réduit à un vieillard pathétique et furieux. Carmen courut vers Sofia et Matteo et les serra dans ses bras. Matteo pleurait à chaudes larmes. Sofia tremblait. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une petite flamme. Le procureur se dirigea vers le couloir, vers la porte au fond, la porte verrouillée. Il l'ouvrit. Même si Irma l'avait préparé, l'odeur le fit reculer. Les policiers jetèrent un œil. Leurs visages endurcis par la rue se crispèrent dans une grimace d'horreur. Carmen s'approcha. Elle vit Angel, l'enfant sur le matelas. Un bourdonnement sourd et constant emplissait la petite pièce. « Mon Dieu !» murmura l'un des policiers. Ils appelèrent une ambulance. Ils emportèrent Angel sur une civière. Recouvert d'un drap. C'était la première fois qu'il sortait de cette pièce depuis des années. La première fois qu'il sentait le soleil sur sa peau pâle. Pendant qu'on l'emmenait, les voisins de la Bruma commencèrent à sortir de leur maison. Lentement, avec prudence. Ils observaient en silence. Leur visage était un mélange de peur, de curiosité et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Le secret avait été révélé. Le monstre n'était plus caché dans le placard. Il était à la vue de tous. Ramiro Garza a été arrêté. Sofia et Matteo ont également été emmenés pour être placés sous protection. L'affaire a fait grand bruit dans les médias. L'horreur du quartier Garza, la maison des secrets. Monterrey, le Mexique, le monde entier observait avec curiosité malsaine la vie à la Bruma. Carmen pensait avoir gagné. Elle pensait que justice serait enfin rendue. Quelle naïveté! C'est alors qu'elle a découvert le véritable monstre. Un monstre plus grand et plus puissant que Ramiro Garza. Le système. Première audience. Ramiro Garza est arrivé avec un avocat coûteux, payé par on ne sait qui. L'avocat a fait valoir que Ramiro était un vieillard sénile, qu'il n'était pas responsable de ses actes, que tout cela n'était qu'une tradition familiale mal interprétée. Le premier coup. Puis, Sofia. Dans sa première déclaration, terrifiée, confuse, elle a changé son histoire. Elle a dit qu'elle avait menti, que son grand-père était gentil, qu'Irma, l'étrangère, l'avait forcée à tout inventer. La pression familiale, la peur inculquée toute sa vie, a été plus forte que sa liberté nouvellement découverte. Le deuxième coup. Carmen a été convoquée dans le bureau de son supérieur, celui avec la tache de café. « Mendoza, vous voyez ce que vous avez fait. Un scandale national, vous nous avez tous mis dans l'embarras. » Il ne l'a pas félicité, il ne l'a pas soutenu, il l'a puni.
Vous êtes écarté de l'affaire. Je vais vous transférer aux archives. Nous avons besoin de quelqu'un pour classer les dossiers des 20 dernières années. Le système la punissait pour avoir fait son travail. Elle ressentit une nausée glaciale, la même que celle qu'elle avait ressentie en ouvrant la porte de la chambre d'Angel. Elle s'assit dans la cave poussiéreuse des archives, entourée de dossiers. Chaque dossier, une tragédie oubliée. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Elle se sentait vaincue. Les semaines passèrent. L'affaire Garza refroidit. De nouvelles informations, de nouveaux scandales occupèrent les gros titres. Ramiro Garza a été placé en résidence surveillée, dans l'attente d'évaluations psychiatriques qui ne semblaient jamais arriver. Angel a été internée dans un établissement public. Un numéro de plus dans un lit anonyme. Sofia et Matteo ont été renvoyés à la Bruma, sous la garde de la famille. Le système avait décidé que la famille, celle-là même qui avait créé le monstre, était le meilleur endroit pour les victimes. Carmen se rendait tous les jours à son nouveau travail aux archives. L'odeur du vieux papier était celle d'une justice morte. Un jour, le procureur Valdés lui rendit visite. Il s'assit sur une chaise branlante, au milieu des piles de dossiers. « Je suis désolé, Carmen, » dit-il. « J'ai fait ce que j'ai pu. »« Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Sa voix sonnait creux. Valdés soupira. Un soupir qui semblait porter tout le poids du système judiciaire. La défense fait traîner la procédure. Appel. Recours. Dans quelques mois, Ramiro Garza sera déclaré inapte à être jugé. L'affaire sera classée. Sofia et Matteo resteront à la Bruma, et tout redeviendra comme avant. Il regarda Carmen dans les yeux. Le système n'est pas défaillant, Carmen. Il est conçu ainsi, pour protéger les puissants et oublier les faibles. Il se leva pour partir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne l'oubliez jamais, même si cela n'a servi à rien. Lorsque le procureur fut parti, Carmen resta seule dans le silence des archives. Cela n'a servi à rien. Cette phrase était un poignard dans son cœur. Elle regarda ses mains, les mains qui avaient conduit la police en enfer. Elles lui semblaient vides. Inutile. Le système n'avait pas échoué. Il avait fonctionné à la perfection. Il avait contenu le scandale. Il avait protégé le statu quo. Et il avait renvoyé les victimes dans leur cage. La Bruma refermerait ses portes. Le silence régnerait à nouveau. Et dans une pièce sombre, le bourdonnement d'un nouvel ange attendrait d'être découvert. Ou de mourir sans que personne ne connaisse son nom. Carmen posa sa tête sur une pile de dossiers. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle pleura. Elle pleura de rage, d'impuissance et d'une tristesse aussi profonde que l'abîme qu'elle avait tenté d'éclairer. Les archives devinrent la tombe de Carmen Mendoza, pas la femme, mais la travailleuse sociale qu'elle avait été autrefois. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. La poussière des dossiers oubliés s'est déposée sur elle comme une seconde peau. L'affaire Garza a disparu de sa vie, comme elle avait disparu des journaux. Un ordre d'un supérieur, une mutation, une nouvelle affaire urgente. Le système était expert dans l'art d'effacer ses propres échecs. Carmen a appris à ne plus y penser. Elle a appris à se concentrer sur la tâche qui lui incombait, classer la douleur des autres par ordre alphabétique. C'était une façon de survivre. Un jour, alors qu'elle cherchait un dossier datant de 1998, ses doigts tombèrent sur un mince dossier. Le nom sur l'étiquette lui donna un frisson. Garza, Ramiro. Ce n'était pas le dossier de l'affaire La Bruma. Il était beaucoup plus ancien, datant de 1954.
de Zacatecas. Il l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, il n'y avait que quelques feuilles jaunies. Un rapport de police. Bref, concis. Une plainte pour actes indécents contre un certain Ramiro Garza. La plaignante. Sa propre sœur cadette. L'affaire fut classée 2 semaines plus tard. Manque de preuves. Retrait de la plainte par la famille. C'était là. L'origine de tout. La première fissure. Le premier silence. Le premier échec du système. Il y a plus de 50 ans. Si quelqu'un avait fait son travail en 1954, si quelqu'un s'était soucié d'une petite fille effrayée dans un village de Zacatecas, la Bruma n'aurait jamais existé. Angel n'aurait été qu'un nom. Carmen ferma le dossier. Elle ne ressentit ni colère, ni même de la tristesse. Seulement un immense vide. La compréhension qu'elle ne luttait pas contre un homme, mais contre un cycle de violence et de silence qui s'alimentait lui-même. Cet après-midi-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle conduisit, sans but. La Tsuru la conduisit, presque de son propre gré, vers la périphérie de la ville. Vers la Bruma. Elle se gara à une distance prudente. Mais cette fois, elle ne marcha pas vers le quartier. Elle gravit une petite colline qui dominait les lieux. De là, la Bruma ressemblait à un jouet cassé. Un ensemble de boîtes grises jetées au hasard dans la poussière. Le soleil de l'après-midi teintait tout d'une couleur orange, presque belle. Une beauté fausse, trompeuse. La vie dans le quartier semblait être revenue à la normale, ou à sa version de la normale. Il vit des enfants jouer dans la rue. Mais ce n'était pas un jeu normal. C'était un jeu silencieux, sans rire. Ils imitèrent les adultes. Il vit Sofia. Elle marchait vers le magasin. Elle se déplaçait comme un automate. Son visage était un masque vide. La petite flamme que Carmen avait vue dans ses yeux s'était éteinte. Le système l'avait éteinte. Au loin, sous le porche de la plus grande maison, elle vit une silhouette dans un fauteuil à bascule. Un vieil homme. Ramiro Garza. En résidence surveillée. De nouveau roi dans son minuscule royaume de misère. La justice. Carmen resta là jusqu'à ce que le soleil se couche. Jusqu'à ce que la Bruma ne devienne qu'une tache sombre, parsemée de quelques faibles lumières. Elle ne savait pas quoi faire. Retourner aux archives était impossible. Abandonner signifiait les laisser gagner complètement. Elle fit alors la seule chose qui lui restait à faire. Elle sortit son téléphone, pas celui du travail, son téléphone personnel, et elle commença à écrire. Pas un rapport officiel, pas un dossier. L'histoire d'Irma, de Sofia, d'Angel, de Ramiro. L'histoire du silence. Elle écrivit toute la nuit, à la lumière de l'écran de son téléphone, les doigts engourdis, le cœur brisé. Quand elle eut terminé, elle envoya le fichier à un seul contact, un journaliste d'investigation qu'il connaissait, l'un des rares à croire encore en la vérité. Le sujet du courriel était un seul mot, Garza. Puis, il éteignit son téléphone. Il laissa les clés de la Tsuru sur le siège, et il se mit à marcher, non pas pour retourner en ville, mais dans la direction opposée, vers le désert qui s'étendait au-delà de la Bruma. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Carmen Mendoza. Son histoire, comme celle de tant d'autres victimes du système, se termine par une ellipse. Mais l'histoire qu'elle a écrite n'est pas morte. Elle a été publiée. Elle a provoqué un nouveau scandale. Un scandale que le système n'a pas pu contenir aussi facilement. Des commissions ont été créées. Des enquêtes ont été rouvertes. Cela n'a pas changé le monde. Mais cela en a sauvé un.
Matteo a été retiré de la Bruma. Cette fois, de façon permanente. Il a été donné en adoption à une famille loin de Monterrey, loin du nom de famille Garza. On dit que c'est un enfant brillant, qu'il a un talent extraordinaire pour la musique, qu'il peut jouer des mélodies complexes au piano après les avoir entendues une seule fois. Un thérapeute, étonné, a dit un jour que c'était comme si son cerveau essayait de créer de l'ordre et de la beauté à partir du chaos génétique dont il était issu. C'est la seule lueur d'espoir dans cette histoire sombre, la seule note d'espoir dans une symphonie de douleur. Irma a quitté la Bruma la semaine même où l'histoire a été publiée. Personne ne sait où elle est partie. Don Ramiro Garza est mort quelques mois plus tard, de vieillesse, dans son lit. La Bruma est toujours là. Un monument silencieux à un secret qui n'est plus un secret, mais dont le poison continue de couler dans les veines de ses habitants. Une blessure qui ne guérira jamais.